On est prêt à attaquer le cloud. Alors pourquoi passer au cloud? Pourquoi des fois tant de résistance? Alors d'après le référentiel SecNum Cloud que vous connaissez forcément, élaboré donc par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le cloud computing bénéficie de la plus haute qualification en matière de sécurité informatique. La qualification donc SecNum Cloud repose initialement, vous allez me contredire, c'est vous les experts, ou pas, sur les exigences de conformité technique, organisationnelle, contractuelle et réglementaire. On entend souvent parler de mots, de sémantique, de mots, d'acronymes, SAS, PAS, LAS. On parle même dans le droit maintenant de Legal as a Services, mais par contre le LAS, quand nous on l'entend, c'est l'infrastructure as a Services. Ce qui permet à l'entreprise, du coup, vous, études de notaire, de disposer de ressources externalisées, potentiellement virtualisées, permettant justement de garder le contrôle sur le système d'exploitation, le stockage et les applications déployées dans le cloud. Le cloud, c'est avant tout, hormis l'aspect technologique, c'est avant tout un enjeu aujourd'hui d'adaptation aux évolutions de la société. On l'a vu pendant le contexte sanitaire. Beaucoup d'organisations se sont adaptées par rapport au cloud et aux bénéfices que ça pouvait procurer. Et une étude récente a démontré que, suite à la sortie entre guillemets du contexte sanitaire, à peu près 70% des chefs d'entreprise ont considéré qu'ils n'étaient pas préparés à ce contexte dans leurs organisations et que près de 60% des chefs d'entreprise allaient prioriser et investir dans le cloud, dans l'intelligence artificielle et dans des outils de CRM, donc de Customer Relationship Management, donc des solutions de relations clients. Donc c'est les évolutions de la société, d'une part, celle de ses clients, forcément. Il y a un enjeu, messieurs, d'interopérabilité, dans lesquels on va parler, et un enjeu, forcément, d'agrégation des données et de sécurisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'un des grands avantages du cloud, c'est sa flexibilité. En effet, il est aujourd'hui possible de faire évoluer une infrastructure cloud en fonction des besoins de l'entreprise, donc beaucoup d'adaptabilité et d'agilité. Et les capacités souscrites aujourd'hui sont ajustables pour faire face aux pics d'activité de votre étude. Ça vous libère, entre guillemets, des contraintes liées à la gestion aussi du parc informatique, notamment pour l'IA, en termes de puissance de calcul, d'espace de stockage ou encore de nombre d'utilisateurs. Et enfin, ça nous amène donc à l'accessibilité des solutions cloud, qui sont accessibles à tout moment, depuis n'importe quel support, n'importe quel device, comme on dit, via une simple connexion Internet. Et enfin, le cloud, c'est un véritable plus pour accroître la mobilité, on en parle de plus en plus du nomadisme, et de la mobilité aujourd'hui des notaires et des collaborateurs. Pourquoi? Parce que vous avez un accès constant aux services qui vont faciliter le travail nomade et le partage de données en temps réel, ce qui permet là un réel gain de productivité. Et oui, le cloud apporte un gain de productivité. Et enfin, les maîtres mots, ça fait 3 fois enfin, mais comme ça je vous tiens en haleine. Les maîtres mots sont rapidité et simplicité, puisque la mise en fonctionnement d'une solution cloud se fait en très peu de temps. Et une fois l'installation finalisée, les applications cloud sont généralement faciles à adopter par les collaborateurs, et forcément, puisqu'on parle beaucoup du client, par vos clients. Messieurs, j'aimerais d'abord, Sébastien, si vous permettez que je vous appelle Sébastien, que vous appelez Sébastien, en tant qu'affaire, je respecte. Le cloud vu par Dell, est-ce que vous pouvez expliquer un peu déjà Dell Technologies, un peu ce que c'est, ce que ça représente? Bien sûr. Bonjour à tous. Alors, quelques mots déjà sur Dell Technologies avant de parler de comment on voit le cloud chez Dell. Dell Technologies, aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial des fournisseurs infrastructures destinés donc aux entreprises et aux particuliers. Pour vous donner quelques chiffres, Dell, c'est un petit peu plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. On a pour la première fois dépassé les 100 milliards. Le numéro 2 du marché, c'est IBM, pour vous donner un ordre d'idée, qui est entre 50 et 60 milliards. Donc ça vous donne un petit peu les positionnements et les placements. Dell, c'est aujourd'hui le seul acteur qui reste avec une vision globale sur le marché, c'est-à-dire qui est capable de vous offrir une vision qu'on appelle de bout en bout, donc depuis le poste client, certains d'entre vous sont probablement équipés avec donc des PC Dell, pour parler clairement quand on dit poste client, et sur l'ensemble de la chaîne de valeur jusqu'à votre data center ou le data center d'un certain nombre de partenaires qui vont, sur la base de ces data centers, vous offrir des propositions de valeur de type cloud. Alors, quand on dit cloud, il faut bien être précis sur les mots. En règle générale, quand on dit cloud, le public entend cloud public.
Or, quand on dit cloud, quand je dis cloud, je ne dis pas cloud public. En fait, quand on dit cloud, chez Dell Technologies, on entend exactement la définition qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire du service qui est mis à disposition des utilisateurs et auxquels les utilisateurs vont adhérer. Donc finalement, vous adhérez à un service. Ce service peut être un service d'infrastructure pour ceux qui souhaitent monter un certain nombre de choses dessus. Et le plus souvent, et en tout cas c'est le cas pour vous, le service qui va vous être proposé, c'est un service d'application. On va parler de Software as a Service, le SaaS. Ce Software as a Service, une fois de plus, l'ensemble des bénéfices ont été exprimés. Vu de chez nous, le bénéfice principal, il est effectivement de vous décharger de cette tâche, mais aussi de cette responsabilité que vous avez historiquement de la gestion de votre environnement, de votre parc informatique. On retrouve tous les bénéfices de la centralisation. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne parle pas là d'un cloud dit public, dans le langage commun. Quand on dit cloud public, on pense aux grands acteurs. Alors on pense souvent à Amazon, à Google, à Microsoft, mais aussi, si on rentre dans un cadre un peu plus franco-français, on pense à des gens comme Orange ou à des gens comme OVH, qui a défrayé la chronique en fin d'année dernière suite à l'incendie de l'un de leurs data centers, qui d'ailleurs a été un bon rappel à l'ordre pour l'ensemble de la profession IT, mais aussi l'ensemble des clients, sur finalement un certain nombre de précautions à prendre, et en tout cas sur le fait, et c'est pas à votre profession que je vais apprendre ça, de bien lire les contrats. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour certains clients chez OVH, c'est qu'ils avaient souscrit le niveau de service le plus faible, qui ne comprenaient pas la protection et la sauvegarde de leurs données, et il y a un marché pour ça. Pour un développeur qui veut ce qu'on appelle un bac à sable, c'est-à-dire un endroit où il va pouvoir faire des tests, etc., il veut le niveau de service le moins cher, le moins coûteux, et il se fiche complètement d'être protégé, sauvegardé, etc. Donc ça existe, et il y a un marché pour ça. Là, on ne parle pas du tout, dans la proposition de valeur de Genapi, on ne parle pas du tout de ça, on parle vraiment d'environnements qui sont protégés, qui sont répliqués, qui sont sauvegardés, qui sont cryptés pour vous permettre d'avoir la garantie maximum quant à la sécurisation de vos données et pouvoir tirer l'ensemble des bénéfices. Il m'est arrivé de faire un certain nombre d'opérations immobilières et à chaque fois il y avait mon notaire et le notaire de l'autre partie et l'un des deux se déplaçait dans l'étude de l'autre et jusqu'alors il se déplaçait avec des documents papier. Aujourd'hui, on va pouvoir imaginer de se déplacer avec des documents électroniques, voire de faire des signatures à distance. J'ai fait une opération récemment avec les signatures à distance. Et c'est justement ça que va vous proposer cette offre autour du cloud, c'est-à-dire un accès, une fois de plus, depuis n'importe quel device, mais surtout en tout lieu, donc vous donnez une plus grande liberté dans vos déplacements, typiquement. Et puis, bien sûr, je pense qu'on y reviendra dessus tout à l'heure, mais le fait d'avoir centralisé les moyens permet un certain nombre de fonctions complémentaires, donc ça va évidemment faciliter les recherches, mais ça facilite aussi la protection, c'est-à-dire on protège bien plus des choses qui sont centralisées que des choses qui sont réparties dans chacune de vos études. Et puis, vous avez un métier qui est déjà suffisamment prenant. Vous n'êtes pas, ni chacun d'entre vous, ni chacune des personnes dans votre étude, vous n'êtes pas informaticien. Il y a peut-être des très grandes études qui peuvent avoir le luxe et la chance de s'offrir les services d'un informaticien. Voilà, très clairement, le but du jeu, c'est de vous emmener finalement cette tranquillité d'esprit et vous permettre de vous concentrer sur votre métier. On a eu, merci à Sébastien, la vision donc Sébastien, la vision de Dell Technologies, via Sébastien. Alors, c'est pas chacun son discours, il y a une vision commune, on va en parler tout à l'heure, justement, il n'y a pas Dell d'un côté et Genapi de l'autre. J'aimerais maintenant, Lionel, qu'on puisse t'entendre, et c'est extrêmement important, parce que c'est un enjeu énorme chez Genapi. Et j'aimerais bien que tu nous parles justement aujourd'hui de cette position Genapi sur cet enjeu justement de cloud. Alors là, merci déjà Sébastien de partager cette vision du cloud et finalement dans ce que tu as décrit, il y a des choses qui sont très spécifiques au domaine du notariat, mais qui sont aussi valables pour tout le monde. Et nous, on s'est appuyé sur les best practices finalement de tout le monde pour répondre aux besoins
spécifiques du partenariat, notamment sur la gestion des données, la sécurité, etc. Mais on développera ça tout à l'heure ensemble. Le cloud chez Genapi, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Je vous donne un prisme un peu différent, c'est que on peut se le dire, Genapi a une position qui est quand même assez forte sur le marché du notariat, et en ce sens-là, on a quand même des devoirs et des responsabilités assez fortes. Et une des responsabilités pour nous, c'est d'amener le notariat et la profession et de l'accompagner dans ce qu'on estime être la démarche nécessaire, indispensable, qui est le cloud. Et donc pour faire ça, eh bien, on met beaucoup de moyens à disposition pour faire en sorte qu'on ait une offre cloud digne de ce nom. Donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on fait ça. On s'est vu avec Dell il y a maintenant 2 ans. On a remis carte sur table. On a revu, en prenant en compte de retour d'expérience sur le cloud, on a revu ce qu'on voulait faire demain avec le cloud en se donnant de nouvelles ambitions. Et on a monté, en partenariat avec Dell, appuyé par le groupe Septéo, une offre cloud qui aujourd'hui nous permet d'avoir une qualité de service et une présence sur le cloud qui va être perdurée dans le temps. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et le fait d'avoir choisi un partenaire comme Dell montre déjà finalement les choix technologiques qui sont faits. Sébastien, vous avez parlé de la chaîne de valeur, c'est extrêmement important, la chaîne de valeur. Depuis 2 jours, on parle beaucoup d'innovation, de satisfaction client, et vous faites tous les deux partie, vous êtes 2 maillons de cette chaîne de valeur, et forcément, il y a un 3e maillon qui est dans la salle, qui sont les utilisateurs, les clients finaux, les notaires qui sont ici. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que peut-être que pour certains, l'innovation hier peut-être était un concept abstrait qui peut ne pas être applicable dans vos études. Mais dans l'innovation, vous avez une démarche extrêmement intéressante et qu'ils ont réussi à œuvrer ensemble avec succès. C'est pas Dell d'un côté, Genapi de l'autre. C'est pas une technologie d'un côté et un usage qu'on va en faire de l'autre. C'est dans cette chaîne de valeur, entre guillemets, ce qu'on appelle, l'innovation c'est ça, c'est ce qu'on appelle de la co-construction, du co-design, de la co-architecturisation. Est-ce que vous pouvez tous les deux, s'il vous plaît, nous expliquer un petit peu dans quelle mesure justement vous avez entrepris cette démarche et en quoi elle répond aux problématiques du notariat? Alors la co-construction est extrêmement importante. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai décrit le groupe Dell Technologies. On adresse évidemment des clients de toute taille et tout type de métier. Donc il y a une proposition de valeur chez Dell Technologies qui est très large et à une question donnée ou à une problématique donnée, une problématique générale, il n'y a pas une seule et unique réponse. Il y a de multiples façons de faire, d'autant plus quand, plutôt que de répondre à une question purement technique, on réfléchit autour d'une problématique globale et d'une proposition de valeur de services à très forte valeur ajoutée tel que un environnement cloud. Donc, pour faire court, il y a de multiples possibilités de construire un environnement permettant d'offrir des services cloud. Dell Technologies, de par notre positionnement et de par notre historique, eh bien, on travaille avec, une fois de plus, tout type de clients, mais notamment avec les clients les plus exigeants. Certains d'entre eux étant couverts par un certain nombre d'obligations réglementaires. Je pense par exemple au monde bancaire, je pense par exemple au monde médical. Donc, il y a un savoir-faire chez Dell Technologies qui nous permet, eh bien, d'adapter les environnements matériels et logiciels que l'on va proposer, et lorsque l'on va travailler avec notre partenaire, on va pouvoir adapter ces environnements à la problématique du client, à un certain nombre de contraintes réglementaires, à un certain nombre de contraintes métiers. Et une fois de plus, Dieu sait si votre métier comporte un certain nombre de contraintes. Donc, lorsque on s'est rencontré avec Genapi, on a effectivement tout posé sur la table pour voir, et on est reparti des meilleures pratiques et des bonnes pratiques qui sont celles que l'on applique pour nos clients les plus exigeants en termes sécuritaires et réglementaires, typiquement, je pense au monde bancaire une fois de plus, et je pense au monde de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on va emmener les niveaux de sécurité et de protection les plus élevés. Et là, quand je parle de protection, comme je disais tout à l'heure, quand on dit cloud, souvent les gens entendent cloud public, et quand aujourd'hui on dit protection, souvent les gens entendent cyberprotection. Alors la cyberprotection, oui, c'est une chose, il faut s'en occuper, mais il faut avant tout déjà s'occuper de la protection
traditionnelle, la protection traditionnelle, elle a pour objectif de vous garantir une qualité et une continuité de service. C'est-à-dire faire en sorte que la perte d'un composant matériel dans l'architecture soit un non-événement absolu, voire la perte d'un data center soit un non-événement absolu. Et pour ça, eh bien, on établit ensemble des moyens donc de protection qui prennent en compte de la réplication, par exemple, donc d'un data center vers un autre, qui prennent en compte évidemment de la protection intrinsèque à chaque matériel qui va être mis en œuvre, de telle sorte que la perte d'un composant dans ce matériel soit un non-événement absolu, par des systèmes de redondance et de protection à l'intérieur de chacun des matériels, et les matériels eux-mêmes entre eux. Ça nous permet d'établir donc ce que l'on appelle des PCA, un plan de continuité d'activité, et des PRA, des plans de reprise d'activité. On parle de continuité d'activité typiquement sur la perte d'un élément dans le data center, typiquement d'un serveur. Donc pour les plus novices d'entre vous, on va présenter un serveur comme étant un très gros PC qui contient beaucoup de données. D'accord ? Donc la perte d'un serveur dans un data center est aujourd'hui un non-événement absolu, et la perte d'un data center doit être envisagée aussi, même si on est en France dans un contexte géopolitique relativement calme. Il se passe finalement pas grand chose en France. Enfin, si je compare, à chaque fois que je vais aux US, et j'y vais très souvent pour de multiples rendez-vous ou des visites avec des clients, on allume la télé aux US, c'est la fin du monde. Quel que soit le jour, le moment de l'année où vous allumez la télé, c'est la fin du monde, parce qu'il se passe toujours des événements extraordinaires au sens littéral du terme. Quand ils ont un incendie de forêt, c'est l'équivalent de 1 ou 2 départements français qui partent en fumée. Quand ils ont un ouragan ou autre, donc ils ont vraiment un contexte géographique qui fait qu'ils ont de multiples événements. En France, une fois de plus, on est relativement protégé sur ces aspects-là. Néanmoins, il faut quand même envisager la perte d'un data center. Et simplement pour partager avec vous, le risque identifié en France de perte de data center, c'est plus un non-accès du data center lié à un mouvement social qu'un risque, encore une fois, d'un événement climatique, par exemple. Donc le fait de perdre l'accès à un data center doit être compensé par ce qu'on appelle le plan de reprise d'activité. Et dans ce cas-là, on va continuer donc d'avoir l'activité à partir du deuxième data center. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la protection primaire, historique. Et puis après, pour le risque cyber, eh bien, on va s'appuyer sur des sauvegardes, c'est-à-dire une copie des données qui est donc mise en sécurité de manière régulière. Et cette sauvegarde elle-même, on va la protéger en ayant une copie de cette sauvegarde décorrélée, donc qui va simplement être connectée au système d'information juste le temps de faire la copie, et qui ensuite va être certifiée. On va faire passer un certain nombre de tests sur cette sauvegarde décorrélée pour créer ce qu'on appelle un sanctuaire. Donc ce sanctuaire, c'est vraiment le point de reprise ultime, d'accord, en cas de perte des 2 data centers ou en cas de cryptolocage, et c'est comme ça qu'on répond au risque cyber. Voilà, ces bonnes pratiques que je viens de décrire, une fois de plus, sont celles que typiquement chez Dell Technologies, on applique à nos clients les plus exigeants et ceux qui ont une fois de plus des contraintes réglementaires, banque, santé. On a appliqué exactement les mêmes dans le cadre de la construction du cloud avec Genapi. Si on recentre sur le public et nos clients aussi qui sont là, en quoi donc cette infra et cette architecture répond à leurs problématiques ? Alors c'est exactement ce qui a été mis en place. Effectivement, contraintes exigeantes pour clients exigeants et partenaires exigeants. Donc tout ça fait partie de l'offre, je dirais, basique du cloud, qui n'est finalement pas si basique que ça. Juste un point qui est intéressant à développer dans la réflexion qu'on a eue, parce que tu parlais de l'aspect réglementaire qui est extrêmement important pour la profession, qui est la notion de cloud souverain. Ça a été la réflexion de base. On est parti sur ce sujet de cloud souverain. Donc, je ne vais pas détailler le terme souverain, parce que je pense qu'actuellement, d'ailleurs, avec l'actualité, je pense que la souveraineté, c'est un vrai sujet. Néanmoins, le souverain, ça permet, en tout cas nous, en tant que provider de services, de garantir que la réglementation des lois françaises et européennes s'applique bien sur les données qui sont hébergées chez nous. Et ça, c'est fondamental. Et avec ça, on est capable de vous l'assurer. C'est une des réponses, le cloud souverain qui est hébergé chez nous, qui permet de s'assurer ce genre de choses. Et juste pour reprendre un tout petit peu d'historique sur le sujet du souverain, pourquoi on fait du souverain ? Il faut se repencher il y a quelques années, quand il y a eu les attentats aux États-Unis en 2001, la réaction qui a été mise en place par le gouvernement Bush à l'époque a été de signer dans la loi du Congrès la possibilité d'activer
un état exceptionnel qui permettait aux services généraux d'avoir des moyens et des outils qui leur permettent d'aller plus loin pour lutter contre le terrorisme. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'accès aux données personnelles qui étaient hébergées sur le territoire américain. Donc je ne vous cache pas que ça a été le branle-bas de combat en Europe, quand on a compris que finalement cet effet de bord pour nous pouvait être extrêmement préjudiciable. Donc on a commencé à réfléchir à mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt héberger les données chez nous? Et attention quand on héberge de la donnée ailleurs, et est venu se rajouter en 2014, donc quelques années plus tard, une réglementation assez forte que vous connaissez, qui est le RGPD, sur les données qui sont hébergées, en tous les cas en France et en Europe. Et là, on a quelque chose, effectivement, qui va à l'encontre du Patriot Act, qui a été signé par les Américains. Et donc, la réponse ultime, et aujourd'hui, on n'a plus le choix, que d'avoir une position de souveraineté lorsqu'on héberge des données pour votre compte, et finalement, vous, pour le compte de vos clients. Donc, ce choix a été fondamental, et ça a été la réflexion de base. Le reste, on les redéveloppera. Cybersécurité, PRA, scalabilité, backup personnalisé, la capacité aussi à remonter un système rapidement, parce qu'il se peut qu'un système tombe, un data center tombe, mais si je mets 2 semaines à le remonter, ça peut poser problème. Et donc, on a réfléchi aussi à faire en sorte de comment on peut s'engager pour aller plus vite si jamais j'ai un OVH qui crame quelque part, comment en 2 heures je peux remonter et l'ensemble de données et remettre un service à disposition. C'est très important ce que Lionel vient d'exprimer. Et tout à l'heure, quand je disais, quand on dit cloud, les gens souvent entendent cloud public. Insister sur ce côté souverain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une once d'utilisation de cloud public dans le système qui a été mis en place. C'est-à-dire que l'intégralité des moyens matériels et logiciels sont hébergés chez Genapi, qui a un contrôle total. Et c'est probablement de là que vient... de cet amalgame qui est fait entre le côté souverain d'un côté et le côté public de l'autre, que viennent les inquiétudes des utilisateurs, parce que vous êtes tous, en tant qu'individus aujourd'hui, des utilisateurs de cloud public. Vous prenez une photo avec votre téléphone, que vous soyez Apple bidule ou Android machin, ça va aller sur un iTruc ou un Android bidule, et là on est dans le cloud public, effectivement. Ça va sur, quelque part, des serveurs qui sont hébergés, on ne sait pas où, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Alors on nous promet, on nous garantit un contrôle, une encryption, etc. N'empêche que il y a régulièrement des photos qui fuitent ou des documents qui fuitent et qui défraient la chronique. Et donc s'il y avait besoin, d'accord, vous faites ce que vous voulez quand vous prenez des photos de vous, mais si vous prenez une photo de vous dans des conditions très privées, ne les mettez pas sur ces environnements le plus. Enfin après vous faites ce que vous voulez, hein, mais ma recommandation, elle est de ne surtout pas jamais les mettre dans le cloud public. Et c'est valable pour vous, pour vos proches, pour vos enfants, sensibiliser vos enfants à ces entre guillemets assez bonnes pratiques. Ok. Donc, une fois de plus, il n'y a pas une once d'utilisation de moyens de type cloud public dans ce que l'on a monté avec Genapi. Tout est hébergé en France, tout est hébergé soit chez Genapi, soit dans les locaux d'hébergeurs français connus, certifiés, maîtrisés. D'accord ? Et il n'y a absolument rien qui va, et il n'y a même pas de connexion avec les environnements de type cloud public. Voilà. C'est très important de vous rassurer là-dessus, puisque, une fois de plus, on est tous, à un moment donné, en tant qu'individus, utilisateurs aujourd'hui de cloud public, à moins de vivre dans une grotte, mais je ne pense pas que aucun d'entre vous n'ait son étude dans une grotte, peut-être un troglodyte. Et dans ce cas-là, je merci de m'inviter pour que je vienne visiter. D'ailleurs, sur ce point, juste une remarque. Pour ceux qui ont vu Thomas, hier, on a eu une super conférence sur l'innovation. Il parlait des valeurs et de la force de la valeur. Et c'était intéressant de voir la force de la valeur quand on prend la valeur et qu'on l'inversait. Et si quand on inverse la valeur, c'est toujours une force, avec la valeur de base, finalement, est extrêmement forte. Là, la valeur qu'on défend ici, c'est demain tous cloud. Est-ce que demain on sera tous cloud? Si j'inverse, c'est demain pas de cloud. Je peux vous dire que si on ne veut pas aller dans le cloud demain, ça va être très costaud. Il ne faut plus faire de mails, il ne faut plus prendre de photos, etc. Donc la valeur, finalement, en reprenant ce que dit Thomas, le cloud est une valeur extrêmement forte
aujourd'hui et qui est vraiment dans la stratégie complète de l'entreprise. Il y a un enjeu crucial forcément par rapport à ceux qui sont en train de nous regarder, de nous écouter avec attention, c'est la sécurisation bien sûr de leurs données. Alors la donnée est un élément central et majeur pour eux et pour vous. Mais on n'a pas assez approfondi, à mon sens, justement, cette approche de réplication, de sauvegarde, de restauration. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu, justement, le bénéfice et ce que vous mettez en place, justement, sur cet aspect-là dans le cloud? Ouais, alors ça, donc hier, on avait une conférence cyber, on avait Yann qui était là, qui est notre RSSI. Ça c'est un avantage indéniable quand on travaille sur des solutions, je dirais on-prem, dans vos études, vous n'avez pas un RSSI à côté qui va vous amener à évoluer vos pratiques de sécurité et croyez-moi ça bouge tous les 6 mois. Donc il faut qu'on soit super actif. Donc déjà on a en place un SOC qui permet justement de s'assurer qu'en termes de cyber, on surveille, qu'on ait les bons patchs, qu'on met les bonnes mises à niveau sur le logiciel, etc. pour éviter qu'on soit attaqué bêtement, globalement. Donc là-dessus, on est protégé. On sait qu'il y aura des attaques, il y en aura, c'est sûr, ça va arriver. Donc juste, on prévoit le fait qu'il y ait ces attaques-là. Donc ça, c'est la façon aujourd'hui dont on réfléchit quand on travaille sur le cloud de Genapi. L'autre chose, on a travaillé sur les notions de reprise de données, la partie PRA. Donc c'est comment on vient sécuriser finalement l'intégrité des solutions. À la fois, si j'ai un data center qui crache, j'ai un autre qui peut reprendre, mais en même temps, si j'ai des données qui sont également corrompues, je suis capable de reprendre de la donnée. Soit avec du PRA, donc on réplique de la donnée entre deux data centers. Donc j'ai un data center qui se trouve à Logne, sur Paris, un deuxième data center qui se trouve à Marseille, et toutes les 2 heures, en fait, les data centers discutent pour échanger les données et être prêts à repartir si jamais il y a une problématique. Et on a une espèce de rétention de plusieurs jours qui permet de revenir en arrière. Là, on est en train de rajouter un 3e data center pour la partie données, qui va beaucoup plus loin que ça, qui nous permet d'assurer évidemment que toutes les données sont backupées, cryptées. Donc ça veut dire que si on a un ransomware, on avait l'exemple hier, je crois que c'est Bénédicte, c'est ça, vous en parlez hier. Voilà. Donc aujourd'hui, avec cet entrepôt de données sécurisé, si on a ce ransomware, on est capable de remonter des données qui sont déconnectées. Voire actuellement, on va même plus loin, on travaille sur le versionning des données. C'est-à-dire que même si mon fichier est écrasé, c'est pas grave, je vais prendre la version d'avant. Et on repart comme ça. Donc voilà, on a ce genre de réflexion et ce travail fort sur les données parce que la partie gestion de documents électroniques, c'est le nerf de la guerre vous concernant. Donc c'est là-dessus où on met vraiment beaucoup de moyens. Et pour finir sur la partie cyber, on est en constante évolution sur nos plateformes. Donc je parlais des mises à jour. On fait du monitoring aussi sur ces sujets-là et on s'assure que en temps réel, on n'est pas des personnes qui peuvent tenter de rentrer sur les services, etc. Donc voilà, on va jusque là sur la partie cloud. Alors pendant le contexte sanitaire, on a tous mis en place des solutions palliatives de maintien d'activité, que ce soit avec ses équipes ou avec ses clients. Puis on s'est aperçu finalement que ça répondait bien. Et que finalement ces solutions palliatives deviennent pérennes et qu'aujourd'hui on voit des nouveaux modes de comportement, des nouveaux modes de travail collaboratif et organisationnel. Le cloud forcément y répond. Sur cet aspect-là, on sait que le cloud fait preuve d'élasticité, ça vous l'avez dit. Et j'aimerais qu'on parle maintenant de l'impact sur la mobilité et l'incidence que ça a sur la flexibilité des équipes, en fait, des équipes et du travail. Oui, on peut déjà, avant, peut-être redire 2 mots justement sur la flexibilité et l'élasticité dont on parle. Vous avez probablement tous vécu la situation dans vos études, dans ce que j'appellerais le monde d'avant, où à un moment donné, l'infrastructure que vous avez mis en place, le serveur qui est quelque part à l'étude, il n'y a plus de place. Donc il faut soit rajouter de l'espace disque, donc peut-être rajouter du disque, et puis vous le pouvez faire jusqu'à un certain nombre de disques, puisqu'il y a des emplacements pour ça, et puis arrive le moment où on est ce qu'on appelle le point de rupture, où pour rajouter de l'espace, il faut soit rajouter un serveur, soit remplacer votre serveur existant par un serveur de taille plus importante. Donc typiquement, quand on parle de souplesse, ça c'est vraiment ce que j'appelle aujourd'hui le monde d'avant, puisque dans le monde d'après, vous êtes simplement utilisateur d'un service, d'accord, et vous n'avez plus à vous soucier de finalement ce point d'inflexion. Quand est-ce que je dois rajouter quelque chose sur mon infrastructure? Quand est-ce que les environnements que j'ai mis arrivent finalement sont pleins et que je dois basculer sur une nouvelle infrastructure? Ce n'est plus votre problème. Par contre,
C'est évidemment le problème de Genapi, et ce problème, eh bien, il est multiplié par le fait qu'on ait concentré l'ensemble des acteurs et l'ensemble des clients qui ont fait confiance à Genapi. C'est là où on revient sur ces bonnes pratiques de construction d'infrastructures. Non seulement on construit une infrastructure qui a toutes les sécurisations, les protections que l'on vient d'évoquer, mais surtout, et ça c'est vraiment les acquis des 3, 4, 5 dernières années, on construit aujourd'hui des infrastructures qui sont scalable, c'est-à-dire qui peuvent évoluer dans des proportions extrêmement importantes pour justement éviter ce fameux point d'inflexion, ce fameux point de rupture dans lequel, je ne sais pas, une nouvelle étude voudrait souscrire à ce service et aurait une fin de non-recevoir de la part de Genapi qui dirait « Ah, bah désolé, mais on est plein, on peut plus ». Non, ça ne peut pas arriver. Une fois de plus, ce que l'on met en place, ce sont des infrastructures qui vont grandir en même temps que le besoin. On a d'ailleurs fait très récemment une augmentation de taille de cette infrastructure. C'est quelque chose qui non seulement s'est fait de manière complètement transparente pour vous, client final, pour ceux qui sont déjà adhérents à ce service, mais qui s'est aussi fait de manière complètement transparente pour les équipes qui gèrent ce service pour Genapi. Il y a des équipes de Dell Technologies et des équipes techniques de Genapi qui sont venus rajouter des composants dans cette infrastructure qui grandit un peu sur le même principe que les Lego avec lesquels on a tous joué et nos enfants continuent de jouer. C'est-à-dire que si je veux le faire grandir, j'ai un bloc et je l'empile sur ce qui était déjà existant et puis je peux empiler mes blocs, on va pas dire vers l'infini, mais on va dire dans des limites et des proportions que je nous souhaite à tous d'atteindre un jour, parce que ça voudra dire que alors le succès a été phénoménal mais sachez que cette limite elle est loin et on a très largement le temps de voir venir, mais une fois de plus je nous souhaite à tous qu'un jour on les atteigne. Ça voudra dire que on a eu beaucoup d'adhérents et que vous avez vous-même réalisé de multiples actes qui sont venus au fur et à mesure remplir tout ça. Donc voilà, je peux à tous nous souhaiter un jour d'atteindre ces limites. Quelques chiffres. Ouais. C'est important parce que tu disais que la plateforme elle a évolué. Je vais vous donner juste deux chiffres très simples. Entre fin d'année dernière et puis là, très récemment, la plateforme a fait x2, donc on l'a fait grossir x2 sur le réseau, les machines, etc. Et aujourd'hui, on héberge à peu près 700 machines virtuelles pour faire tourner les services. Ça vous donne un peu la dimension et la nécessité d'industrialiser l'ensemble des process, des professions qui sont autour de tout ça pour faire fonctionner le système. Autre point intéressant sur la partie scalabilité, qui est un mot anglais qui devient français d'ailleurs, on dit c'est scalable, ou monte à l'échelle. Ce qui est intéressant pour nous, quelque part, et pour vous aussi, c'est que à partir du moment où on est scalable, on peut réfléchir différemment sur les nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre à disposition. Le premier exemple, Stéphane en parlera tout à l'heure, qui est la partie IA. On n'aurait jamais pu le faire, la partie IA, si on n'avait pas ces mécaniques à disposition. Et quelque part, ça va vraiment nous débloquer et ça va permettre de pouvoir réfléchir différemment et de pousser de la nouvelle fonctionnalité de façon assez forte. Alors, sur la fonctionnalité type IA, mais aussi sur les outils qu'on vous met à disposition. Aujourd'hui, vous connaissez eNote. Dans le cloud, le standard, c'est plutôt de l'interface sur des clients web, clients légers, qui démarrent vite, qui prennent pas beaucoup de ressources sur la machine, qui offrent un univers de design qui est très ouvert. Et c'est là-dessus que s'appuie Kivia. Et c'est depuis qu'on est sur du cloud qu'on peut opérer aussi ce genre de travail. Donc c'est une transformation qui prend du temps, tout ça. On va pas faire ça, on fait pas ça en 2 mois. Là, on a bien démarré, et plus que démarré, et ça va nous obérer sur les années qui arrivent. Et ça, c'est grâce à l'élasticité du cloud. Je voulais rajouter quelque chose, Sébastien ? Je voulais finalement répondre à ta question primaire, puisque j'ai fait comme les politiques. Tu es venu avec tes questions et je suis venu avec mes réponses. Un primaire, mais pas. Donc, non. La question était la souplesse pour l'utilisateur. Donc la souplesse pour l'utilisateur, on en a. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure quand j'évoquais les bénéfices du cloud, très clairement, et ça fait aussi partie de ce que Lionel vient d'exprimer. D'une part, ça nécessite finalement très peu de moyens pour l'utilisateur que vous êtes ou que les personnes dans votre étude seront. Donc ça va
va prendre moins de contraintes sur le poste client de chacun des utilisateurs. Donc premier avantage. Deuxième avantage, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, accessible en tout lieu et en tout temps. Donc ça va peut-être vous permettre de rentrer chez vous un petit peu plus tôt le soir plutôt que de rester à l'étude pour finir le truc, et vous allez pouvoir travailler un peu de chez vous. Et puis une fois de plus, j'ai repris l'exemple, mon exemple personnel. À chaque fois que j'ai fait une opération, il y avait souvent 2 notaires, dont un qui était en déplacement. Donc voilà, vous êtes probablement emmené à vous déplacer, peut-être pour les plus chanceux d'entre vous, d'une étude à une autre, d'une de vos études à une autre de vos études. Super, mais bien souvent pour aller chez un confrère pour réaliser une signature commune d'un acte. Et encore une fois, je n'ai qu'une version très parcellaire de votre métier, mais voilà ce que je peux en dire. Ce qui est très important dans ce que l'on a évoqué il y a quelques instants, c'est finalement quand on a évoqué la situation dans laquelle on s'est tous retrouvés projetés durant les différents confinements, où on s'est tous retrouvés à travailler depuis notre domicile, et ce qui emmène aujourd'hui l'ensemble des métiers, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des professions à imaginer ce que on appelle le new normal. Donc le new normal, c'est quoi? C'est finalement l'état dans lequel on commence à être aujourd'hui, qui fait que on ne va pas forcément se déplacer pour aller sur notre lieu de travail, et on a tous pris finalement cette habitude qui nous permet de travailler en tout lieu, en tout temps, et dont les règles varient selon les métiers, selon les entreprises. Moi, j'ai la chance d'être 100% si je veux en télétravail. De fait, je suis allé en moyenne 3 jours en déplacement, 1 jour à la maison en back-office, et puis je passe quand même de temps en temps dans nos locaux pour rencontrer mes collègues. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée du mixte. Et l'ensemble des bénéfices qu'apporte le cloud font que, finalement, que je sois chez moi, que je sois chez un client, que je sois dans un hôtel pour participer à un événement comme aujourd'hui, ou que je sois dans un train, un avion, un aéroport, peu importe, l'expérience utilisateur qui est la mienne, elle est toujours la même. C'est-à-dire que j'utilise avec la même facilité les mêmes outils. On est doté de moyens mobiles aujourd'hui, des laptops, mais y compris, on a tous pris l'habitude, par exemple, de travailler avec 2 écrans. Ok. Alors, dans le métier, on mesure tout ça en gain de productivité. Donc, pour info, travailler avec 2 écrans, un écran de plus, c'est 20% de productivité en plus. D'accord? Alors, on s'en rend pas compte, finalement, quand on est dans son bureau, à l'étude, tranquille, on a ces 2 écrans, on se rend pas compte des 20% de productivité en plus. Par contre, c'est quand on est en déplacement, là, pour le coup, on se rend très très bien compte des 20% de productivité en moins, parce qu'on n'a pas le 2e écran. D'accord? Vous avez noté ça? Enfin, j'espère que vous l'avez noté. Si vous l'avez noté, ça montre que vous utilisez bien les 2 écrans de manière différenciée. Alors, j'ai une super nouvelle. Vous pourrez passer nous voir tout à l'heure sur le stand. On a sorti pour répondre à ces besoins, donc du new normal, et c'est vraiment des choses qui viennent de sortir pour répondre aux besoins des utilisateurs, un écran mobile, un 2e écran mobile que vous pouvez rajouter à côté du premier. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil parce que je peux pas m'empêcher. Mais après, il y a derrière tout ça, au-delà de toutes les protections, il y a aussi la bonne pratique de l'utilisateur. Là encore, je vais partager une statistique avec vous. Il y a plus de 80% des problématiques de sécurité, des attaques, des cryptolockers, des fuites de données, qui arrivent par ce qu'on appelle le endpoint, c'est-à-dire le poste client de l'utilisateur. Donc, vous êtes tous, et c'est normal, très concernés par la sécurisation du data center, les accès aux données. Sachez qu'une fois de plus de 80% des problématiques arrivent par le poste client. Et quand on dit par le poste client, oui, le poste client doit être protégé. On a des bonnes pratiques quand on se connecte sur un réseau public, par exemple. On a des bonnes pratiques de sécurisation, des filtres d'écran. Je ne peux que vous encourager à mettre des filtres d'écran pour qu'on puisse pas lire à travers. Ce matin, en allant sur les réseaux sociaux, un de mes amis a tweeté la photo d'un PC qui est resté 20 minutes dans le TGV parce que son utilisateur a été parti prendre un café. Pendant 20 minutes, ma machine, elle est restée ouverte, pas loquée, et donc n'importe qui pouvait se mettre dessus et faire ce qu'il voulait dessus. Bon, voilà. Là, ce que on touche finalement le vrai point sensible, c'est-à-dire que le vrai point sensible, on peut protéger la machine, on peut protéger plein de choses. La vraie problématique, elle se situe quelque part entre le dossier de la chaise et le devant du clavier. D'accord ?
Donc pour ceux qui n'arrivent pas à se projeter, c'est donc l'utilisateur la problématique. Ok ? Puisqu'entre le dossier de la chaise et le devant du clavier, c'est nous. D'accord ? Donc le problème, c'est nous. D'accord ? Formez-vous, formez les différents utilisateurs que vous avez en études aux bonnes pratiques, d'accord, qui sont nécessaires quand on travaille à distance. À distance, ça peut être une fois plus de chez soi, ça peut être en déplacement. Ça comprend des choses aussi bêtes que, eh bien, loquer son écran. Ça comprend des choses aussi bêtes que quand je suis dans un espace public, avoir un filtre d'écran, utiliser une connexion sécurisée, hein, typiquement un VPN que vous allez mettre au-dessus. Alors vous avez un réseau spécifique au notaire. Je ne sais pas s'il est accessible de manière mobile, mais mettez au moins un VPN. Voilà. On est sur vraiment des bonnes pratiques. Et sachez que les problématiques de sécurité, c'est par là qu'elles arrivent. C'est pas par la partie data center. Elles n'arriveront pas, ou très peu probablement, par des accès à GNAPI, dont c'est petit 1 le métier, d'accord, et qui surtout engage sa crédibilité. Donc il y a un aspect très important. Ils disposent de moyens, de connaissances, de compétences qui sont sans commune mesure avec ce que chacun d'entre vous, dans son étude, est capable de faire. D'accord, d'un point de vue, on va dire, capacité. Ils ont aussi des moyens de protection, c'est-à-dire que les matériels sont physiquement dans des data centers qui sont physiquement protégés et qui contiennent et qui sont là pour ça. D'accord, et donc probablement bien plus protégés que chacune de vos études. Et puis une fois de plus, hein, donc l'ensemble des moyens sont mis en œuvre pour emmener la protection telle qu'on vient de le décrire. Donc finalement, si on devait faire un rapport, un ratio risque-bénéfice, hein, on nous en a beaucoup parlé pour les vaccins, mais si on devait faire un ratio risque-bénéfice, bah, clairement, je pense que le risque est considérablement diminué en partant sur une solution centralisée. Ouais, allez-y, parce qu'après on va y rouler. Juste une chose, juste pour vous dire qu'en termes pour finir sur la sécurité, parce que je suis pas sûr que c'était la question de départ, mais sur la partie sécurité, on se fait attaquer, hein, c'est-à-dire que volontairement. C'était la question de début. On demande à des gens de nous attaquer, on regarde un peu ce qui se passe, ici c'est robuste, etc. Voilà pour info. Et juste sur la partie mobilité, parce qu'on n'en a pas parlé. Eh ben, on va en parler un petit peu. On en parle un petit peu aussi. Allons-y. Ouais, partie mobilité. Le cloud, c'est ça. Hein. Le cloud, le cloud et la mobilité, ça va vachement ensemble parce que là, en l'occurrence, on sort l'application mobile qui vous permet de consulter les dossiers, etc., qui est quand même beaucoup plus légère que de démarrer une note. Et ça s'appuie sur le cloud. Si on n'a pas ce genre de choses, on peut pas avoir d'application mobile. C'est très compliqué d'avoir accès à des éléments qui sont dans vos études ou fin fond d'études. Il faut passer par des chemins qui sont un peu complexes. Là, avec le cloud, ça permet d'aller plus loin. Et juste en élément de simplification aussi qu'on peut avoir grâce au cloud, notamment pour ceux qui travaillent en groupement, en multi-office. Le cloud, ça permet aussi de faciliter les installations, c'est-à-dire que on n'a plus besoin de déployer, de doubler l'ensemble des licences sur vos serveurs, sur l'ensemble des annexes. On n'a pas besoin de faire d'interconnexion forte entre les annexes avec des réseaux sécurisés pour faire discuter tout le monde. Ben non, il suffit de monter les instances dans le cloud et c'est terminé. Et on s'occupe nous-mêmes de l'interconnexion, de la sécurisation de tout ça. Et ça aussi, ça va finalement dans le sens de la mobilité parce que ça simplifie le travail entre 2 études ou 3 études, etc. Donc ça aussi, ce sont des bénéfices premiers que là, on met à discussion tout de suite à partir du cloud. Bon, vous êtes raccord sur le sujet, ça tombe bien. Ouais. Vous avez parlé, Sébastien, du monde d'avant. Alors c'est marrant, on parle beaucoup du monde d'avant. Il y a des gens qui sont nostalgiques ou pas, puis en fait, il y a des gens qui se disent, bah non, on s'appuie sur le monde d'avant pour pouvoir, à un moment donné, ajuster, corriger. Et beaucoup parlent du monde d'après. Alors Dieu sait qui peut prédire le monde d'après. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse au monde d'aujourd'hui, si c'est possible. Et dans le monde d'aujourd'hui, on s'est aperçu quoi ? Bien que dans un monde où c'est un monde interconnecté, c'est un monde aujourd'hui qui communique, et c'est un monde dans lequel on interopérabilise la donnée et dans laquelle on va l'agréger avec d'autres données pour donner plus de valeur, pour faire en sorte que justement ça va renforcer derrière le rôle du notaire dans son approche stratégique. Et ça, c'est extrêmement important. Et du coup, et c'est là-dessus où est ma question, c'est que le cloud, justement, tout ça va permettre, on va parler d'intelligence artificielle tout à l'heure, ou d'interopérabilité, mais on peut pas le faire sans le cloud. Et puis il y a cette notion de puissance de calcul qui est nécessaire aujourd'hui pour faire tourner justement cette intelligence artificielle. Oui, alors deux sujets là. Oui. L'IA, l'interop. Alors l'interop, attention, c'est un terme qui est particulier dans la profession.
que j'ai appris en arrivant, c'est que quand on parle d'interop, on parle souvent d'interopérabilité entre les différents systèmes de LRA, de logiciels de rédaction d'actes, pour faire en sorte que l'ensemble des logiciels discutent entre eux. En fait, sur le cloud, quand on va parler d'interopérabilité, c'est plutôt l'accès à ce qu'on appelle les API. C'est-à-dire qu'on a ouvert, depuis qu'on est sur le cloud, notre logiciel à faire en sorte qu'il puisse être piloté, connecté à des solutions partenaires autres. C'est quoi l'idée? C'est que ça vous ouvre finalement un ensemble de fonctionnalités et un univers qui n'est pas que Genapi, qui est aussi l'ensemble de vos partenaires. Donc ça, c'est assez fondamental. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, on a à peu près une trentaine de partenaires qui sont en train de se connecter sur les API. On les a sortis il n'y a pas longtemps. Hein. Tout le monde s'est rué sur les API. Je crois qu'il y a 3 partenaires qui sont déjà en production, 300 études qui utilisent des solutions partenaires qui sont connectées sur les API de Genapi et qui peuvent interagir avec les solutions Genapi. Ça, sans être dans le cloud, c'est pas possible. Le cloud permet de faire ce genre de choses. Ou tout du moins, quand on est on-premise, c'est beaucoup plus difficile. Donc on est capable de mettre des API sur l'on-premise, mais on n'est pas sûr forcément de la stabilité et de la qualité, puisqu'on passe par des réseaux d'interconnexion qui sont quand même relativement complexes. Et ça, c'est une vraie réussite. Et c'est un vrai changement majeur où on part d'une solution on-prem qui finalement est fermée au monde extérieur à une solution cloud qui est ouverte et finalement qui attire l'ensemble des partenaires pour vous apporter la valeur ajoutée. Oui, effectivement, ça permet surtout de faire les choses beaucoup plus rapidement. Alors, j'espère que je ne vais pas dire une énormité, mais dans ces partenaires, il y a par exemple probablement les cadastres, probablement les fournisseurs de l'ensemble des données sismiques ou autres. Alors, vous faites depuis toujours votre métier sans avoir cette interopérabilité, mais avec des délais qui sont ceux que vous connaissez aujourd'hui. D'accord ? Là, justement, l'objet de l'interopérabilité, c'est justement de permettre une connexion avec l'ensemble de ces fournisseurs de contenu ou d'informations pour vous que vous rajoutez dans les actes, qui sont intégrés dans les actes, et que ça se fasse de manière beaucoup plus rapide. Donc finalement, ça va être un gain pour vous, un gain de productivité et un gain de facilité donc pour récupérer ces informations et construire vos actes beaucoup plus rapidement. Un exemple très intéressant, parce qu'on parlait beaucoup de relations clients. C'est un terme qui tourne beaucoup. Genapi, on ne fait pas dans nos outils de la relation client, c'est pas le sujet. Les partenaires qui s'intègrent sont des partenaires qui font de la relation client. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que vous avez accès du coup à des outils qui permettent de piloter l'ensemble de vos clients de façon efficace avec des vrais outils qui ne sont pas dans la nature même des outils Genapi. Ça, c'est le premier exemple d'interaction qui se met en place actuellement, par exemple. Alors ça file vite, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'interactions aussi avec la salle, on va donc laisser un temps de parole et d'échange. La notion de performance, parce que ça c'est quand même aussi extrêmement important, on parle souvent de gestion de l'obsolescence, de durabilité, de socle technologique, stable et évolutif, pour ne pas dire scalable finalement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour les notaires qui sont là et qui en fait ne comprennent peut-être pas forcément la notion de performance et d'obsolescence? Je t'en prie, vas-y. Alors, performance, ça dépend ce qu'on entend par là. Performance, je pense que si on parle de la solution, de l'infrastructure, du logiciel, on s'appuie sur des solutions qui sont évidemment ultra performantes, donc on n'a pas de problème de performance. Si on a des besoins de performance, quelque part, on appuie sur un gros bouton, ou on joue au Lego, ce que tu disais, bon, c'est un peu plus compliqué, hein, mais oui, on augmente en quelques jours la capacité des systèmes. Après, je pense qu'à mon avis, il y aura des questions sur le sujet. C'est la performance d'usage de ces solutions. Et elle n'est pas forcément liée finalement au cloud en lui-même, mais elle peut être liée aussi à la façon dont on est interconnecté avec le cloud. C'est un système qui est distant. C'est pas un système qui est on-prem. Donc il a beaucoup d'avantages, mais il peut aussi avoir des inconvénients. Si vous avez une liaison Internet aussi costaud qu'elle soit, autant de gigas que vous voulez, si elle n'est pas stable, ou que vous avez un certain moment de latence sur vos sujets, vous aurez un confort d'utilisation qui pourrait être amoindri.
Et là aussi, on peut parler de performance parce que lorsque vos collaborateurs vont utiliser la solution, il peut avoir un effet de performance amoindri. C'est juste que la liaison et la stabilité de la liaison est importante. Donc ça, c'est des sujets qu'on travaille également. La taille ne suffit pas sur la liaison, il faut aussi avoir des connexions assez directes. Et je sais en tous les cas que là-dessus, c'est des choses qui sont en train de changer, d'évoluer. Le cloud arrive très vite. Les liaisons qui sont en place arrivent un peu moins vite, mais en tous les cas, sont en train de s'ouvrir complètement pour avoir un confort d'utilisation optimal. Et après, là-dedans, derrière la notion de performance, il y a la notion de stabilité également, qui est un poil différente. C'est-à-dire que si jamais vous avez plus d'Internet, j'ai plus de cloud. C'est plutôt basique. Néanmoins, si on réfléchit un petit peu, quand vous êtes on-premise, lorsque vous n'avez plus d'Internet, vous êtes un peu sur le monde et vos serveurs ne peuvent plus communiquer avec le métier, ce genre de choses. Donc là, vous êtes vraiment coupé du monde. Dans le cloud, le serveur continue à discuter avec les instances, avec toute la partie métier. Donc il continue son activité, il continue à discuter, à récupérer des documents, en envoyer, etc. Et puis, si votre liaison Internet elle est cassée, l'avantage du cloud, c'est que je peux prendre une petite liaison à côté, en backup, avec mon téléphone, et je peux me reconnecter et continuer à faire mon travail. Ou changer d'endroit pour me reconnecter ailleurs et à nouveau repartir dans le travail. Donc, en fait, en termes de stabilité, on va être beaucoup plus stable et beaucoup plus résilient face à ces problèmes sur le cloud, même si de nature et de prime abord, on a tendance à penser qu'on l'est moins. Et ça joue aussi énormément sur la notion de performance. Et puis Sébastien, il y a cette notion de cloud qui est devenue un standard et cette approche de durabilité, forcément. Oui, alors il y a dans les termes utilisés tout à l'heure, donc la scalabilité, la performance, etc. Une fois de plus, si je reprends mon image du Lego, il y a aussi la pérennité de la solution. Alors la pérennité de l'entreprise, j'ose espérer que après les chiffres que je vous ai donnés en introduction, vous n'avez aucun doute sur la pérennité de Dell Technologies, d'accord. Ensuite, donc la continuité de l'évolution donc de l'infrastructure. Une fois de plus, on est un acteur, c'est notre métier, on fait ça depuis toujours. Le marché nous fait confiance, on est numéro 1 sur l'ensemble des secteurs que l'on adresse. Et une fois de plus, pour imager, c'est légèrement plus compliqué que ça, mais vraiment pour imager, dans mes blocs de Lego que j'ai empilés tout à l'heure, disons qu'aujourd'hui nos blocs de Lego ils sont jaunes, parce qu'ils correspondent au modèle d'aujourd'hui. Demain on va sortir un nouveau modèle, demain ou après-demain ou dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans, et les blocs ils seront bleus ou verts, mais ce sera toujours des blocs de Lego que je pourrai toujours empiler, et j'aurai un florilège de jaune, de bleu, de vert, mais ça me permettra aussi de désengager le moment venu les blocs jaunes qui seront devenus obsolètes, donc je les désengagerai, et donc finalement je continuerai de travailler. C'est ça finalement, quand tout à l'heure je parlais de bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre et mises en place pour permettre à Genapi de vous proposer quelque chose qui soit pérenne, c'est exactement de ça dont on parle. Et puis, tu as utilisé le terme de durable. Et le terme de durable dans notre profession, il a une connotation particulière. Quand on parle de durable dans le monde de l'IT, on parle de durable au sens environnemental du terme. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la profession très sensibilisée à ces notions de environnementales. On voit aujourd'hui chez nos clients, notamment dans les grands comptes ou dans les institutions publiques, des objectifs, par exemple, d'émissions carbone. Sachez que quand on parle de durabilité dans notre profession, c'est typiquement de ça dont on parle. Donc, on est capable aujourd'hui de vous accompagner dans la décarbonisation de votre métier, de vos études, et typiquement une solution cloud va grandement y participer. Alors il y a aujourd'hui en cours de rédaction au niveau de l'Union européenne un certain nombre de choses et de certifications qui n'existent pas encore, donc dont Genapi ne dispose pas bien sûr, mais qui vont dans quelques temps permettre à des fournisseurs de services d'avoir des certifications sur
ces aspects environnementaux et les évolutions, hein, pour vraiment partager avec vous les évolutions qui existent aujourd'hui au niveau de la réglementation européenne, devraient permettre, d'ici quelques années, on se projette un peu, hein, mais je partage avec vous les évolutions, d'avoir non seulement une facturation à l'utilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais d'avoir aussi une facturation basée sur les émissions carbonées donc de l'ensemble des utilisations des services cloud. Donc c'est une fois de plus, hein, je pense que c'est intéressant de partager ça avec vous. C'est probablement pas ce que tu espérais quand tu parlais de durable, mais voilà, moi quand j'entends durable, toc ça. Je voulais parler aussi de ce qu'on appelle le grid numérique, le numérique vert, forcément, on y vient aussi. J'aimerais qu'on libère la parole maintenant aussi et qu'on puisse interagir avec la salle parce que je pense qu'il y a pas mal de questions par rapport à ce qui a été dit. Ouais, parfait. Oui, bonjour. Une petite question concernant non pas la partie matérielle des serveurs et des data centers, au niveau de la connexion vers l'extérieur. Il me semble qu'il y a quelques années, 3-4 ans en arrière, Genapi devait ou avait l'obligation de passer par des serveurs tiers qui étaient ceux de Real. Aujourd'hui, Genapi fait quoi sur la capacité de connexion depuis l'extérieur sur ces gros data centers? On est sur quel type de proportion? Qu'est-ce que ça peut absorber comme trafic pour que ce soit complètement transparent pour les utilisateurs finaux sur des milliers ou des dizaines de milliers de collaborateurs qui se connectent en même temps? Alors aujourd'hui, on a évidemment dimensionné les éléments pour faire en sorte qu'on n'ait pas du tout de problématique de bande passante. On est même très large et on a plusieurs bandes passantes disponibles au cas où on ait des ruptures sur plusieurs opérateurs notamment. Et on a deux connexions particulières. On a une connexion qui arrive directement de l'Internet public, sur lequel iNote n'apparaît pas. Et on a une connexion qui arrive directement du réseau métier, du réseau Real. Et c'est cette connexion qu'aujourd'hui vous utilisez à travers le client iNote pour vous connecter sur la partie cloud. Et donc ça, c'est effectivement, c'était des discussions qui avaient eu lieu à l'époque avec Real, notamment pour être sûr que l'ensemble des flux métiers qui sont issus d'iNote ou des cartes, finalement, puissent passer au bon endroit. Maintenant, c'est pas irrémédiable. C'est-à-dire que la sécurisation de ces flux est indispensable. Maintenant, l'accès à la partie, ce que j'appelle ERP, donc la gestion classique des dossiers, etc., une application mobile, le client qui vient, ne va pas passer nécessairement par le réseau Real. Donc on va essayer aussi de libérer cette partie-là pour que vous puissiez profiter pleinement de la bande passante que vous aussi vous avez connexion publique. Et je crois d'ailleurs que côté boîtier, ils sont en train de changer les choses, côté proxy, ils inversent. Aujourd'hui, tout passe par le réseau Real, sauf des exceptions. Et je crois qu'ils vont faire l'inverse maintenant, c'est que tout va sortir, sauf les exceptions qui vont aller dans le réseau Real. Donc voilà, c'est aussi l'air du temps, et je pense que l'air du temps est de faire en sorte de libérer les flux pour que ça passe au bon endroit, que ce soit le plus rapide possible. Une autre question pour Lionel ou Sébastien? À moins que tout ait été vraiment fluide, limpide, clair. Encore moi. Je pense que les gens vont se lasser de mes interventions. Alors, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. J'ai trouvé ça très intéressant. Et ce matin, j'ai eu une conversation très intéressante avec des gens au petit déjeuner. C'était super. Et nous, on s'est dit que la cabine téléphonique nous manquait. Un petit peu d'humour. Et voilà. Non, je trouve ça super, toutes ces innovations technologiques. J'ai quand même une question. Le cloud, le nuage, hein, c'est comme ça qu'on traduit en anglais? Ou cloud, mais bon, c'est notre... Pardon, excusez-moi. Bah oui, je suis nulle en anglais, donc. Et comment fait-on quand la structure de l'endroit où on est ne permet pas cette connexion? C'est-à-dire qu'on est contraint à un serveur physique. C'est une bonne question, parce que aujourd'hui, il y a quand même d'avoir besoin d'une connexion Internet. Donc, on travaille à des solutions pour répondre justement à ce genre de problématique. Il y a deux choses qu'on est en train de travailler. C'est
le client web qui est beaucoup plus léger, qui est moins gourmand en termes de consommation, qui a juste besoin d'avoir un accès Internet pour pouvoir se connecter au cloud. Et de l'autre côté, c'est comment on peut optimiser aussi les échanges de documents entre l'Office et le cloud. C'est ça qui est constant de la bande passante. Donc on a des pistes de réflexion, je ne vais pas vous le livrer là, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on a dans la tête et qu'on travaille. Mais sachez néanmoins que les solutions qu'on met à disposition sont valables sur le cloud, mais aussi sont valables on-premise. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le sujet d'avoir de l'on-premise et des solutions in-house. Alors peut-être que vous n'aurez pas accès à l'IA directement, même si l'IA, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de bande passante pour pouvoir y accéder, à mon sens, vous ne serez pas du tout pénalisé. Je crois que dans le groupe, on déroule 600 km de fibre par an, donc peut-être qu'on peut aller aussi, je pense... Non, mais je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Une dernière petite boutade, parce que je suis comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Vous organisez prochainement un jeu concours pour gagner des ordinateurs ? Je lâcherai pas. Hein, J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. C'est des choses qu'on fait régulièrement. C'est bien. Mais qu'on fait sur... On peut en faire un tout de suite, non? On fait sur des matériels qui sont, en règle générale, des matériels dits grand public. Ah. Et ma recommandation, elle est de faire en sorte que lorsque vous équipez vos études, vous preniez un soin particulier à vous équiper avec des matériels professionnels. Il y a différentes gammes chez Dell Technologies. Il y a des gammes de matériel grand public, comme leur nom l'indique, et il y a des gammes de matériel professionnel. Le bénéfice des gammes professionnelles, au-delà des aspects de robustesse, de durabilité, de green, d'éco-conception, il y a surtout un aspect de gestion, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de vous permettre de disposer d'outils qui vont vous offrir de la gestion de parc. Alors, si vous êtes seul dans votre étude, je serais tenté de dire que les bénéfices seront moindres, mais voilà, orientez-vous plus vers des matériels professionnels. On a deux gammes. On a une gamme d'entrée de gamme qui s'appelle Vostro, donc qui est moins coûteuse que les gammes professionnelles. Et puis après, on a la gamme Latitude avec des effets de gamme plus ou moins de fonctionnalités. Mais voilà, la vraie grande différence qui existe entre les gammes grand public qui peuvent faire l'objet d'opérations telles que celles que vous venez d'évoquer et les gammes professionnelles, c'est justement finalement ces aspects donc de durabilité dans le temps, mais surtout de gestion de plateforme. Et là, à ma connaissance, on n'a jamais fait de concours permettant de gagner des matériels professionnels. Non, alors j'étais très égoïste en fait. Comme j'ai vu la démo avec les doubles écrans, voilà, je me suis prise à rêver. Vous parlez du monde de demain, justement. Toujours, ouais. Toujours. Alors, une autre... Oui, juste derrière. Bonjour. J'ai entendu parler plusieurs personnes qui avaient une méfiance par rapport au cloud, par rapport aux données. Est-ce que qui reste propriétaire de ces données? Alors, c'est une question qu'on a souvent. On l'a pas évoqué d'ailleurs. Je pense que c'est un vrai gros sujet. La propriété intellectuelle des données ne change pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas nous propriétaires des données qui nous sont confiées. Ça c'est la première chose. Donc la propriété de données ne change pas. Maintenant, quant à vous rassurer sur le fait que finalement les données ne sont plus dans votre étude, elles sont sur le cloud hébergées chez nous, c'est la garantie à vous mettre à disposition l'ensemble des données si vous en avez la nécessité. Ce qu'on appelle la garantie des réversibilités. C'est-à-dire qu'à un moment, on héberge vos actifs. Si vous voulez récupérer vos actifs, nous on s'engage à vous les remettre à disposition dans un état qui soit lisible, opérable, etc. La réversibilité, pour avoir discuté avec certains d'entre vous, ça peut demander un peu de temps d'extraire les données. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de planification. Il faut quelques semaines pour opérer ce genre de choses. Et le temps qu'on opère de la réversibilité, évidemment, tous les outils restent accessibles et vous avez accès à l'ensemble de vos données. Donc à aucun moment, vous avez une perte de données potentielle ou une perte de propriété des données. Oui, bonjour. Juste une question sur votre retour d'expérience sur les premières études utilisant le cloud, sur les besoins en lien par utilisateur. En lien, pardon, en connexion, c'est ça? En lien de connexion par utilisateur.
parce que j'ai entendu des choses qui allaient du simple au triple. Et à un moment donné, est-ce que vous commencez à avoir un retour d'expérience un peu fiable là-dessus? Et tout à l'heure, vous avez parlé de boîtier réel. Je crois que c'était boîtier AD9 dont vous vouliez parler. Est-ce qu'il y a une séparation maintenant? Alors, c'est pas qu'une question entre les boîtiers réels. C'est pas qu'une question de taille de lien. Je le précise, il faut aussi que le lien soit plutôt stable. Néanmoins, en taille de lien, en fonction du nombre de personnes dans vos études, si vous êtes à plus de 10 personnes, si vous avez moins d'1 méga par personne, je pense qu'il y a des questions à se poser, il faut faire attention. On pourra avoir un confort d'usage qui peut être vraiment impactant si tout le monde se met à travailler en même temps. Donc 10 personnes, 10 mégas, c'est un peu limite. On conseille d'être sur au moins du 16 mégas lorsqu'on a plus de 10 personnes dans l'étude et d'avoir à minima 5-6 mégas pour travailler confortablement. Maintenant, si c'est une petite étude, 4 mégas, ça peut passer. Donc voilà où on en est. Évidemment, si vous avez la fibre, les questions se posent plus. Mais gardez en tête, au-delà de 16 mégas, d'1 méga par utilisateur, c'est vraiment pour moi le minimum pour avoir le bon confort d'usage. Je vais m'asseoir avec vous en attendant. Parce que bon, est-ce que les problématiques du nuage sont beaucoup plus terre à terre maintenant pour certaines? Je m'attendais à plus de... Non? Ben c'est bien, du coup. Parce que je te sens déçu. Ouais. Ah. Faut les challenger, t'as vu, faut les titiller un peu pour... On peut avoir un micro bonjour. pour Hugo? J'avais juste une question. Oui. Ah, pardon. Concernant la connexion au cloud, lorsqu'on est à l'étude, donc on va se connecter au cloud directement, et quand on est à distance, il y aura une connexion qui se fera à l'étude ou ça se fait directement sur le cloud? Parce qu'aujourd'hui, on se connecte via un VPN sur notre serveur. Oui. Aujourd'hui, si vous avez l'application mobile avec Kivia, vous êtes en connexion directe. Si vous avez Kivia, vous êtes en connexion directe. Maintenant, lorsque vous travaillez sur une autre, aujourd'hui, c'est le VPN balade obligatoire pour se connecter au cloud. Il faut passer par l'étude. C'est des réflexions qui sont en cours à séparer les flux. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on va essayer de séparer vraiment les flux métiers qui ont du sens à être complètement sécurisés, des flux qui n'ont pas de sens, qui sont suffisamment sécurisés par eux-mêmes et qui peuvent passer par Internet. Globalement, je pense qu'à la sortie, quand on réfléchit ERP et gestion de dossiers, tout passera par Internet. C'est possible d'avoir le micro pour M. Delécluse? Il l'a déjà. Ah, parfait. Alors ça suit. Petite question concernant le green, parce que j'ai l'impression que, bon, à titre personnel, je commence à m'inquiéter de la montagne de données, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, que nous montons dans les clouds. Donc j'adore l'idée de pouvoir très facilement mettre en place, avoir un plan de reprise d'activité avec le versionning. Tout ça, c'était très chouette. Est-ce que j'ai envie d'avoir la certitude qu'à un moment donné, je n'ai pas de données qui sont conservées de manière indéfinie dans le cloud et qui ne sont plus utiles pour moi? Est-ce qu'à un moment donné, mes sauvegardes sont effectivement... elles sont conservées un certain nombre de temps, mais mes sauvegardes d'une époque disparaissent pour que j'ai l'impression d'avoir une empreinte un petit peu moins puissante? Alors, je vais vous faire une réponse technique et puis peut-être que Lionel apportera une réponse métier. Il faut pas confondre la durée de conservation des documents, donc une contrainte légale réglementaire. Et alors corrigez-moi si je dis une bêtise, mais il me semble-t-il que dans votre métier, il n'y a pas de date de péremption des actes, par exemple. Donc il faut d'une part qu'on puisse vous garantir que cette donnée, elle restera accessible. Après, moi, la manière dont je comprends votre question, c'est finalement les multiples copies qu'on a évoquées tout à l'heure. Et c'est là où il faut bien comprendre la différence, comme je le disais tout à l'heure, entre la protection de l'environnement de production, c'est-à-dire l'ensemble des données qui n'ont pas de date de péremption, donc qui constituent votre patrimoine documentaire. Eh bien, elles vont de toute façon, être répliquées, on l'a expliqué 3 fois dans 3 data centers différents, pour pouvoir être protégées, se protéger d'une perte du data center. Et après, il y a les différentes
copies de sauvegarde que l'on fait de ces environnements, et sur ces copies de sauvegarde, eh bien, on applique ce qu'on appelle une rétention. Alors, j'ai pas la durée de rétention, mais au bout de la durée de rétention, ces copies, elles sont détruites, hein, c'est-à-dire qu'on en conserve, eh bien, des durées de rétention pour la sauvegarde. Donc, c'est pas, on va pas multiplier considérablement les usages. Mais par contre, effectivement, à l'instant où on parle, eh bien, vous aurez au moins 3 copies d'un acte donné sur les environnements de production. Et donc ça, on a compris pourquoi tout à l'heure. Hein, c'est ce qui nous permet ensemble de garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques qu'on a évoquées tout à l'heure, qui vous permettent d'avoir un accès à ces données et de ne pas perdre ces données. Et puis après, ces données, on va faire en sorte de se protéger contre un acte malveillant, puisque aujourd'hui, très clairement, quand on parle de cyber, la question n'est pas de savoir est-ce que je vais être attaqué, mais plus quand est-ce que je vais être attaqué, voire est-ce que j'ai pas déjà été attaqué et je suis pas encore au courant. Et puis surtout la grande question c'est comment, quel est l'impact de cette attaque et comment est-ce que je reviens en mode nominal, et c'est là où on va s'appuyer sur ces sauvegardes. Et ces sauvegardes, eh bien une fois de plus, on est sur des politiques traditionnelles, hein, avec une sauvegarde full, avec des sauvegardes dites incrémentales, mais on tourne sur une rétention. Donc effectivement, on est capable, j'ai pas le chiffre, hein, mais on est capable à un instant T de vous dire voilà, il y a tant de copies de la donnée et on vous le justifie. Mais par contre, ces données de sauvegarde, eh bien, on est sur un cycle, on les garde un certain temps et on tourne. Donc, ce nombre de copies, il est stable dans le temps. Il y a aussi un énorme travail à faire, nous, dans les études, notamment sur le tri des pièces qui sont conservées. Parce qu'on voit bien que dans chacun de nos dossiers, on a des pièces qui sont dupliquées, qu'on a reçues à plusieurs endroits et qu'on a intégrées dans le système d'information et que l'on a 1, 2, 3, 4 exemplaires et qui elles-mêmes sont sauvegardées par la suite. Alors là pour le coup, un gros bénéfice donc de ces infrastructures centralisées, c'est que pour la plupart d'entre elles, aujourd'hui, le matériel est capable de faire ce que l'on appelle de la déduplication, c'est-à-dire le matériel va détecter qu'un même document, clairement un document identique, vous parlez typiquement des pièces jointes, hein, j'en sais rien, quelque chose qui vient du cadastre par exemple, au hasard, effectivement, s'il est présent à de multiples reprises dans de multiples documents, il ne sera présent qu'une seule fois qu'une seule fois protégé N fois, comme on vient de l'évoquer, mais il ne sera présent qu'une seule fois, et on va dire l'ensemble des documents, des actes qui pourraient utiliser ce même document issu du cadastre, pointent tous vers celui du cadastre. Donc voilà, là vraiment, c'est des optimisations qui existent aujourd'hui, aussi bien sur les systèmes de production que sur les systèmes de sauvegarde, et qui sont appliqués depuis de nombreuses années dans le monde de l'IT. Ça fait vraiment partie des bonnes pratiques que j'évoquais tout à l'heure. Bonjour, Hubert Létigné, notaire à Toulouse. Alors un petit témoignage et une question technique. En témoignage, donc on nous a installé le cloud il y a une quinzaine de jours et bizarrement ça se passe bien. Voilà, donc ceux qui sont réticents, vous pouvez y aller. On n'a pas une installation totalement folle. Nous avons 18 postes à l'étude, une connexion internet. Alors je vais me faire taper dessus avec une Livebox Orange Pro FTTH. Et un boîtier unité balade, et ça marche très bien comme ça. On peut toujours imaginer mieux, et j'espère que ce sera mieux dans l'avenir, mais en tout cas ça marche très bien. Si vous voulez en discuter certains après, c'est avec plaisir. Une question technique, on parle beaucoup de sécurité. Il y a quelques années, je sais pas, longtemps, 7-8 ans, on a été victime de CryptoLocker à l'étude, et donc une collaboratrice a ouvert un fichier Excel attaché à un mail, et ça a bloqué le serveur. C'est-à-dire les postes n'ont pas été touchés, c'est vraiment le serveur qui a été touché. Et alors je me posais la question, est-ce qu'il est techniquement possible aujourd'hui, et du coup il faut réfléchir à des solutions de monitoring et de suivi, que ce CryptoLocker puisse remonter à travers le cloud et aller attaquer nos données dans le cloud depuis une pièce jointe infectée qu'on a dans un mail en local? Alors, on peut tout imaginer. Néanmoins, oui. Dans ce cas-là, non. La différence qu'avec le cloud par rapport à ce que vous aviez avant, c'était que le serveur était attaquable par le réseau. Et donc, le fameux CryptoLocker s'est propagé sur le réseau. Il a été cherché, il a trouvé un serveur, tac, il s'est mis dessus et il est venu travailler l'ensemble des fichiers qui étaient là. Sur le cloud, vous êtes déconnecté. Ok. Donc c'est pas possible. Néanmoins, on peut tout imaginer. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a une faille dans l'outil, il passe par la faille de l'outil, etc. Il peut y avoir d'autres biais, si vous voulez, d'avoir un CryptoLocker sur le cloud. Et c'est là où on se dit, nous, ce truc-là, ça va arriver. Donc on se protège. Et on met des contre-feux en place. Un des contre-feux, c'est le backup externe déconnecté.
Si mes fichiers sont complètement corrompus par un cryptolocker sur le cloud, qui soit à Logne et à Marseille, on peut imaginer qu'on met plus de 2 heures à le détecter, il se réveille et il casse tout, et bien heureusement, avec un bon délai de rétention, on est capable de retrouver des données qui sont propres. Et là, on est en train d'expérimenter un autre système qui est encore mieux que ça, qui est le versionning de documents. C'est-à-dire que si je vais écraser mon fichier sur mon serveur, finalement, j'ai juste à récupérer la version d'avant qui est stockée sur le matériel en lui-même, et j'évite la perte de données et je m'assure de l'intégrité des données. Donc voilà. Donc la simple propagation, non. Et sur le reste, on a des contre-feux qui sont en place pour éviter ce genre de choses. Merci. Par contre, ça n'empêchera pas de l'avoir sur le poste de travail. Il faut quand même faire attention et avoir tout ce qu'il faut bien installé sur le poste de travail pour être sûr qu'en termes de sécurité, votre poste ne soit pas corrompu à un moment ou à un autre. Bien sûr. Non, si vous voulez, le fond de la question, effectivement, on a tous des antivirus, en tout cas je l'espère. C'est plus, aujourd'hui, il y a une discussion, on en parlait hier aussi, sur les solutions de monitoring qui seraient de contrôler les accès réseau, etc., voir si derrière, il n'y a pas des choses bizarres qui se passent sur nos serveurs. Bon. Et c'est vrai qu'avec le cloud, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment utile d'aller contrôler ça, ou est-ce que finalement c'est un peu rajouter une couche de sécurité pour rien, ralentir le tout pour rien. Voilà, il y a un de vos confrères qui a posé la question hier, je crois. Il me dit j'ai déjà une offre cloud, j'ai une offre cyber. Je crois que c'est D9 qui fait une offre cyber, on a une offre cyber. Bon bref, est-ce qu'il faut cumuler, etc. Oui, parce que vous avez un réseau interne à l'étude, quand même. Effectivement, il n'y a plus le composant iNote qui est ailleurs, mais il y a tout le reste qui est encore là et vos postes de travail. Donc il faut, en tout cas moi je préconise d'avoir une offre cyber qui vérifie ce qui se passe, et idéalement d'avoir une offre cyber qui va un peu plus loin, qui vous permet aussi d'avoir de la remédiation. C'est-à-dire j'ai un vrai problème, ok on détecte qu'il y a un problème, mais il y a un vrai problème, et bien on a des personnes qui interviennent et qui remettent le système en ordre de marche. Merci. Monsieur, là-bas, il y a une question. T'as bien fait de t'asseoir. Merci. Oui, on évoquait justement les attaques et puis les fichiers qui contiennent un virus. Il me semble qu'avec Kivia, on va changer nos adresses mail, parce que le problème aujourd'hui, on est en notaire.fr, et du coup, ce système de messagerie nous empêche d'avoir des blocages style mail in back ou un truc comme ça qui permet d'éviter l'envoi de messages automatiques. Et il m'a semblé, alors sous toute réserve, qu'avec Kivia, la problématique de messagerie changeait. Alors, c'est pas Kivia en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait de la messagerie. Alors, on a plusieurs offres. On a une offre qui s'appelle Notamail, qui est du Exchange hébergé. Vous avez de l'Exchange dans vos études. Donc, certains d'entre vous ont un serveur de messagerie au sein de l'étude et qui est interconnecté avec les messageries notaires de façon transparente. On parle du cloud et nous, ce qu'on dit, c'est que attention, c'est très compliqué de maintenir du Exchange on-premise, il y a des failles de sécurité sur lesquelles il faut venir travailler systématiquement. Donc, l'air du temps, et si on veut bénéficier de la totalité des fonctionnalités d'Office, c'est d'aller sur notre cloud Office 365. On préconise, au moment où on change Kivia, en même temps de venir changer toute cette partie Office qui intègre du Teams, la messagerie Outlook, pour la basculer sur le cloud de Microsoft. Et c'est à ce moment-là qu'on vient mettre en place un nom de domaine particulier, qui est un nom de domaine en dessous de notaire.fr. Donc ça peut être par exemple le serpsen pour notaire.fr. On l'associe à SN Messagerie. Mais vous devez quand même avoir dans votre messagerie la boîte notaire.fr. Et donc dans ce cadre-là, vous avez 2 boîtes à disposition qui sont toutes les deux sécurisées. À terme, normalement, ces 2 boîtes vont fusionner d'un point de vue usage. Mais voilà en quoi, globalement, on s'opère aujourd'hui. Donc c'est la messagerie qui bascule sur Office 365. Et c'est une préconisation. T'entends? C'est calme. Silence. C'est bon pour vous? Je crois que c'est bon pour moi. Mais en tout cas, j'étais ravi des interventions de haut vol, de haute qualité. Merci beaucoup Sébastien Verger, Lionel Hubcherin, merci à vous. On a mi-parcours, on est presque à la fin. On a passé déjà 23 heures ensemble.
Alors pas complètement, ça dépend. 19h, 18h, selon qui s'est couché et à quelle heure. En tout cas, on était tous sur le pont ce matin et je remercie déjà, même si on le dira tout à l'heure, mais le service marketing et communication de Genapi qui a œuvré vraiment pour que tout se passe bien, qui sont petits soins disponibles pour vous à chaque fois. Toutes les équipes, bien sûr, de Genapi qui sont en train d'œuvrer dans les ateliers, et puis la régie, parce que forcément tout se passe bien, la technique, la musique, la lumière, enfin tout y est, c'est vraiment le show, et c'est important pour une première, hein, parce qu'on n'a jamais deux fois de faire une première bonne impression, donc voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est rester avec nous pour la dernière conférence, parce que finalement, la conférence qu'on va avoir tout à l'heure avec Hugo Delécluse, Stéphane Fauvel et Paul Issoc, va reprendre finalement par des illustrations concrètes avec Kivia tout ce qu'on s'est dit depuis hier. Que ce soit sur la cybersécurité, que ce soit sur le cloud, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur le notaire chef d'entreprise, sur l'analytique, finalement 1 heure, on va clôturer en montrant concrètement les bénéfices de tout ce qu'on a pu se dire. Merci à vous, le cocktail déjeunatoire va avoir lieu, hein. Et puis, on vous dit à tout à l'heure. Merci à tous. Merci.